Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission Le Jury du dimanche. Vous le savez, e-radio, la première radiovision du Sénégal, ITV et imedia.sn. Nous avons le plaisir de recevoir le coordonnateur du Front de résistance nationale, Mokhtar Souran. Bonjour. Bonjour Mamadou. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous, Mamadou. Le FRN est composé de la quasi-totalité des partis de l'opposition, de syndicats et de personnalités de la société civile. Vous êtes également le président depuis 2014 du parti Union nationale patriotique UNP. Être un plénipotentiaire du Khalife général des Mourides en pleine crise politico-judiciaire avec des ramifications sociales, être mandaté par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour jouer le go-between entre le pouvoir et l'opposition, cela n'arrive pas tous les jours, évidemment. C'est donc loin d'être évident de pouvoir bénéficier de la confiance d'un guide religieux dans le contexte aussi sensible que les manifestations violentes de mars dernier. C'est pourtant le rôle qui a été dévolu à Mokhtar Souran. En effet, notre homme de la semaine avait été désigné par le Khalife général des Mourides pour faire revenir la paix lors des événements de février-mars 2021. Ancien militant et responsable des jeunesses du RND de Cheikh Anta Diop, puis du PLP de Babacar Niang, retraité de la scène politique pendant plusieurs années et engagé dans des mouvements citoyens par la création du club Convergence Alternative, membre fondateur du RADDHO, devenu la RADDHO par la suite, dirigeant du mouvement étudiant des années 80 avec les Souleymane Ndéné Ndiaye, Macky Sall, Talla Sylla, El Hadj Kassé, Mohamed Bazoum, actuel président du Niger, Mamadou Oumar Bokoum dit Mundo, de son nom de guerre, Maître Demba Ciré Bathily et bien d'autres. Et enfin, membre fondateur de la coordination des étudiants de Dakar. Mokhtar Souran est économiste de formation, administrateur de plusieurs sociétés dans les secteurs de l'industrie, l'agroalimentaire, des TIC et des assurances. Enfin, il a soutenu le président Macky Sall lors de l'élection présidentielle de 2012. Mokhtar Souran, comment aviez-vous réussi à désamorcer la bombe politico-sociale de février-mars à la suite de l'intervention des chefs religieux du Sénégal? Permettez-moi, Mamadou, tout d'abord de saluer vos auditeurs. On vient d'une fête de la Korité, souhaiter le meilleur pour vos auditeurs, pour le Sénégal, pour les Sénégalais. À vous aussi, aux techniciens, nous souhaitons que votre radio et votre télé soient parmi les leaders. Vous faites un excellent travail, en tout cas on doit des félicitations pour ça. Vous élevez le débat. Ça a été un très grand honneur pour nous d'avoir été désigné par le Khalife général des Mourides. Il nous a appelés très tardivement pour nous demander d'être à Touba. En y allant, on ne savait pas que c'était pour une mission. Quand on est arrivé, on a trouvé sur place des dignitaires mourides, d'autres dignitaires, ensuite des hommes politiques aussi, de Croix, Madi Kenyan, Seigne Bass Abdou Khadre, Seigne Bass Porokhane, Seigne Bass agronome. Donc, sur un ton, un langage très clair, très précis, il nous a dit ce qui est en train de se passer. Je ne pouvais pas m'imaginer que le Sénégal pouvait vivre des événements aussi graves. Je veux comprendre ce qui se passe et je vous demande d'œuvrer pour que la paix revienne. Ça a été un grand honneur pour nous parce que nous, en bon talibé, évidemment, nous mettons cet aspect-là de notre vie au-dessus de tout. Nous sommes surtout Serigne Mountakha, pour nous, c'est un père pour nous. Il nous a même éduqués. On a des liens très de sang avec Touba, ce qui fait que ça a été un grand honneur. Et immédiatement, on a pris contact avec les hommes politiques, avec les partis. C'était pas difficile pour nous parce que déjà on avait
On était coordonnateurs, on était avec eux tous les jours, donc on a entamé les discussions. Dans un premier temps, ce qui était important, c'était d'expliquer au Khalife ce qui se passait, qu'est-ce qui était à la base de ça. On a eu deux principales rencontres, avec d'abord le groupe de Ousmane Sonko, avec qui on a échangé sur la question, et avec les leaders également du FRN, Ousmane Sonko étant évidemment membre du FRN. Donc on a échangé, on a recueilli l'ensemble des plateformes de l'opposition, parce que pour l'essentiel, il y avait un problème de manque de communication entre le pouvoir et l'opposition, forcing à tout moment, des manifestations qui n'étaient pas autorisées. Je pense que durant cette période-là, il y a eu énormément de choses, la jeunesse. Donc tout ça, on a expliqué au Khalife. On lui a dit, il y avait deux aspects dans le problème. Il y avait des questions urgentes, la question de Ousmane Sonko qu'il fallait régler, parce qu'il ne fallait pas, comme Karim ou Khalifa Sall, faire traîner les choses pour éliminer, pour ne pas... Donc on lui a expliqué. Et également, il y a eu des morts, il fallait indemniser, il y a eu également des prisonniers qu'il fallait libérer, etc. Ça, c'était les questions urgentes. Et maintenant, les questions qui étaient à la base de tous ces problèmes-là, il a recommandé que ces questions soient discutées. Qu'on ait un cadre de discussion pour qu'au maximum qu'on essaie de trouver des plages d'entente au niveau de la classe politique. Liées à la démocratie, la justice, l'état de droit. Voilà. Alors, votre mission consistait à parler aux leaders de l'opposition et autres acteurs qui étaient engagés dans les manifestations, mais aussi, est-ce qu'elle consistait à échanger aussi avec le pouvoir? Pour le moment, ça n'a pas encore été fait. Le Khalife, il a parlé avec le président même avant qu'on ne vienne. Il a insisté pour que les détenus soient libérés et le président a pris l'engagement de le faire. Et il lui a demandé de faire le maximum possible pour trouver une entente entre lui et sa classe politique et le mouvement citoyen. Bon, maintenant, cette étape-là n'a pas encore, doit être finalisée. Et je pense que la mission, à mon avis, n'est pas terminée. Et dans les jours à venir, certainement, le Khalife verra les moyens pour faire parvenir tous ces griefs-là au président. Mais s'adressant à vous personnellement, est-ce que votre soutien au président Macky Sall en 2012 et votre connaissance de l'homme depuis les années estudiantines ont été un atout dans vos démarches? Pas du tout, parce que vous savez, le président, on s'est vu quand il y a eu l'épidémie, la pandémie, il a reçu tous les leaders politiques, j'y étais, mais on n'a pas des canaux de discussion ou de dialogue. Je pense que, parce que moi, je considère que le président que j'ai connu il y a des années, et Macky Sall d'avant et Macky Sall maintenant, je pense qu'il y a une très très grande différence. Je pense que vous avez soutenu en 2012 et celui que vous voyez aujourd'hui a changé selon vous? Complètement. Pourquoi? Parce que sur le plan humain, il aurait changé? Sur le plan humain, moi je n'ai pas de problème particulier avec lui. Personnellement, quand on se voit, c'est très cordial, on discute. Mais le problème du président Macky Sall, c'est que je vois un homme qui est en permanence dans des calculs politiques. C'est-à-dire le président Macky Sall, ce qui me surprend un peu, c'est que toute sa stratégie, c'est comment faire pour gagner, comment faire pour se maintenir, comment faire pour éliminer. Cette façon de faire la politique, moi, me pose problème. Moi, j'avais soutenu le président Macky Sall. Je me rappellerai toujours de ça. Il était très pragmatique. Il avait tiré les leçons de son compagnonnage avec le président Wade. Et il disait,
Oui, on est là dans des salons en train de discuter alors que les accès universels ne sont pas assurés. L'eau, l'électricité, l'éducation, etc. C'était quelqu'un qui était très proche des populations. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense si que je le vous pose pouvoir, la question comme ça. Oui, je pense que le pouvoir, il est très corrosif. Moi, personnellement, c'est pourquoi d'ailleurs je ne crois plus en politique à des sauveurs, aux personnes providence. Je pense plus aux systèmes qui sont mis en place. Je considère que le président de la République, dans nos pays, il a trop de pouvoir. Quelqu'un qui dispose de milliards, qui peut mettre en prison qui il veut, qui peut nommer qui il veut, tout le monde lui court derrière. Évidemment, le pouvoir, ça change, parce que généralement, on ne vous dit pas la réalité. Vous êtes entouré par des gens qui vous disent tout marche. Et finalement, on est coupé du monde extérieur. Et je pense que c'est ce qui lui arrive actuellement. Mais cette centralité du président de la République, et même on dira son omniprésence, ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi la classe politique sénégalaise a du mal à s'entendre sur les réformes fondamentales concernant nos institutions? Oui, c'est parce que simplement, quand on est au pouvoir, quand on est dans l'opposition, on est dans une position où cela vous dessert. L'excès de pouvoir, etc. Vous ne pouvez pas vous exprimer, manifester. Mais dès qu'on est au pouvoir, ça vous arrange. Et ce qui est paradoxal, on défend tous la même chose quand on est de l'autre côté. Mais dès qu'on est dans le pouvoir, on change de discours. On devient quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que le président, aujourd'hui, nous souhaitons d'ailleurs que ces questions soient dépassées, parce que tant que ces questions-là ne seront pas dépassées, on conteste des élections, on parle de fichiers, alors que la question fondamentale aujourd'hui devait être des questions programmatiques. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le Sénégal? Tout à fait, mais au gré des alternances, l'opposition d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de demain, et inversement, le pouvoir d'aujourd'hui, c'est l'opposition de demain. Absolument. Oui. Je vous donne un exemple. Vous prenez le bulletin unique. Dès qu'on est dans l'opposition, on est tous d'accord. Mais dès qu'on est au pouvoir, ça ne vous arrange pas. Le mode d'élection, etc., etc. Donc, c'est ça qui est paradoxal. C'est que dès qu'on est au pouvoir, le réflexe c'est de se maintenir. Et pour se maintenir, on maintient les règles qui vous permettent de vous maintenir. On va revenir sur ce sujet tout à l'heure. Mais je voudrais dire aussi, Mamadou, à propos du khalife général et de ce que le Sénégal a. Il faut dire que le Sénégal est un pays merveilleux, Mamadou. Ce qu'on a eu là, c'est ce que le Mali n'a pas, c'est ce que les pays de la sous-région n'ont pas. C'est pourquoi on faut franchir rapidement la ligne rouge. Ce n'est pas le pouvoir et l'opposition qui sont en face. Dans les pays de démocratie, on parle de contre-pouvoir. Ici, nous avons des forces citoyennes, de la société civile, des forces maraboutiques qui jouent un rôle d'arbitre quand il y a danger. Et je pense que c'est ça. On a eu l'impression lors de ces dernières manifestations qu'il y avait un ressort qui s'était cassé. Pas du tout, parce que quand il a fallu franchir la ligne rouge, comme j'appelle, parce que c'était quand même grave, le risque c'était quoi? Les étrangers allaient partir. Le Sénégal, qu'on vante d'être un pays stable pour les investissements, etc., on allait perdre tout ça. Il y avait des risques de coup d'État. Il y avait des risques énormes. Ah oui, vous avez craint Ah oui, à un moment donné, moi je demeure convaincu que si le mouvement, on ne l'avait pas arrêté, ça allait être la catastrophe. Et moi, c'est ça mon problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'en tirer les leçons, concrètement, j'ai l'impression qu'on a mis dans la tête du président que c'était une vague qui est passée, qui a fait des dégâts, mais qui est derrière nous. Alors, mais revenons justement à ces événements et de l'implication des chefs religieux, notamment du khalife général des Mourides, il a justement condamné ces manifestations violentes qui se sont soldées par des morts. Et lors d'une audience qu'il a accordée au leader des Pastef, Ousmane Sonko, il a quand même fait un rappel à l'ordre, surtout en disant que les morts, ce n'est pas, on ne peut pas le permettre, on ne peut pas l'accepter. Et quelle est votre appréciation de cette déclaration du khalife général des Mourides? Vous savez, malheureusement dans la presse,
Il y a beaucoup de manipulation. Ce que le marabout a dit, il l'a dit au départ, il l'a toujours dit, il l'a toujours réaffirmé. Je pense que personne ne souhaite qu'il y ait des morts. Maintenant, il s'est passé des choses très graves. On parle de commission d'enquête, mais dès le départ, on a accusé quelqu'un, Ousmane Sonko. Or, moi, quand il y a eu les événements, je me suis dit, non, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Sur le terrain, avec Decroix, personnellement, je l'ai fait personnellement, je suis allé sur le terrain avec les jeunes. Parce que j'ai une expérience de manifestation, etc. Je voulais voir, je voulais savoir ce qui se passe. Vous avez connu les années de Brest. Voilà, de Brest. Donc, je connais un peu les mouvements de masse, etc. J'ai marché avec eux pour voir ce qui était en train d'être fait. Parce qu'à un moment donné, on a parlé de mercenaires qui sont venus d'ailleurs, etc. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a été arrêté, qui est venu d'ailleurs? C'est les jeunes Sénégalais qui sont là, qui ont fait de 18 ans, des jeunes. Moi, j'ai vu des jeunes qui ne reculaient devant rien du tout. Vous réfutez la thèse de l'infiltration de... J'ai vu des jeunes de la Médina, de Dakar, de Plateau, c'est des jeunes Sénégalais qui sont désemparés. Mamadou, vous vous rendez compte? Un jeune qui prend une pirogue la nuit, à 3 heures du matin, qui ose affronter cela, il n'a pas peur de la mort. D'accord, mais que dites-vous des morts aussi? Mais nous condamnons et vraiment nous nous sommes inclinés. C'est pourquoi nous avons apprécié la démarche du khalife général consistant à apporter un soutien. Ce que l'État n'a pas encore fait. Nous n'avons pas vu une enveloppe, il l'avait déclaré. Je pense que c'est très grave. Même un seul mort n'est pas souhaitable dans des manifestations. Oui, c'est ce que le khalife a rappelé justement. Oui, est-ce que ces propos, il ne faut pas en tenir compte? Pour moi, ces propos, ce n'est pas pour Ousmane Sonko, c'est pour tout le monde. C'est pour Ousmane Sonko, c'est pour moi, c'est pour le pouvoir. Parce que nous avons expliqué aussi au khalife que quand il y a eu ces événements-là, il y a eu des milices. On a vu tous des gens armés qui ont tenté au départ. Et le khalife, ça lui a posé problème. Mais pourquoi ça? On lui a expliqué que c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont voulu faire peur, qui ont voulu agresser pour que le mouvement s'arrête. Mais ça a amplifié le mouvement. Mais vous refusez par contre inversement qu'il y ait eu du côté de l'opposition aussi des milices. Mamadou, je peux vous assurer que quand il y a eu cette médiation, on m'a appelé, j'ai dit, vous savez, l'opposition, son rôle, c'est de participer à l'éveil des consciences, etc. Mais personne, je peux vous dire personne, n'était derrière ce mouvement. Aucun parti politique ne contrôlait ce mouvement-là. Personne. C'est-à-dire c'est un mouvement, c'est pourquoi c'est dangereux ce genre de mouvement. C'est pourquoi il est dangereux d'affaiblir l'opposition, d'affaiblir toutes les forces organisées, parce que ça échappe au contrôle de tout le monde. Et c'est ça qui s'est passé, c'est ça le danger. C'est-à-dire c'est des mouvements qui avancent, qui ont leur propre logique, c'est des mouvements de foule. Et la différence entre nous, notre génération, mais nous, on n'a jamais osé brûler une station d'essence. On marchait, on brûlait des pneus, mais j'ai vu des jeunes tellement engagés qui n'ont peur de rien. Et c'est des Sénégalais, je peux vous assurer. Maintenant qu'il y a infiltration, comme tout mouvement, il peut y avoir même des repris de justice, il y en a eu. Il peut y avoir des bandits, des agresseurs qui étaient là-bas, qui sont là, ça c'est clair. Mais ça, ils ne sont pas contrôlés par l'opposition, ils profitent des mouvements justement. C'est pourquoi ces mouvements sont dangereux pour le pays, parce que personne ne les contrôle après. C'est des mouvements sociaux, c'est pourquoi quand j'entends le président dire « ça ne se reproduira plus », je veux dire, c'est des mouvements spontanés. Quand ça se déclenche, il est difficile de les arrêter. C'est pourquoi il faut saluer la démarche du khalife général. Parce que lui, au moins, c'est quelqu'un. Il a des gens, c'est religieux, il a des gens qui croient en lui, qui peuvent écouter ce qu'il dit. Il y a aussi que le dialogue national était déjà là avant ces événements de février-mars dernier. C'est cela d'ailleurs qui a fait qu'il y avait une sorte de surprise avec l'ampleur de ces manifestations, mais le dialogue national, a priori, il est toujours là. Pourquoi il est au point mort? C'est le sentiment qu'on peut avoir. Vous savez, Mamadou, moi, c'est ça que je reproche
au pouvoir. Il est au point mort. Président. Non, il n'y a même plus de dialogue national. Il n'y a même plus de dialogue. À part le volet politique, oui. c'est-à-dire on a eu l'impression. Vous savez, quand le dialogue national s'est posé, il y a eu deux positions dans le FRN. Il y a eu des gens qui ont dit, c'est un leurre, le président Macky Sall, il va vous faire perdre votre temps encore. Il y a eu des gens qui ont dit, le Sénégal quand même a changé. Le Sénégal a du pétrole, du gaz, il y a des questions sécuritaires. Il faut quand même, il y a les bases sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord. Je faisais partie de ces gens-là. Et j'ai théorisé le fait qu'il fallait y aller. Il y avait d'autres, comme Sonko, etc., qui n'étaient pas d'accord. Vous imaginez Khalifa Sall, qui sort de prison, qui accepte malgré tout d'aller discuter à la table de négociation. Dialogue national, je veux dire. On a eu quand même des commissions extrêmement importantes, paix et sécurité. Il y avait 3 généraux dans les discussions, d'anciens colonels qui ont fait la sous-région, qui connaît les questions, Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères, toutes ces personnes ressources, le représentant du Khalif général des Mourides, le représentant du Khalif des Tidjanes. Il y a eu des commissions ressources naturelles, etc. Mais on s'est rendu compte, après, que ce qui les intéressait, c'était de la galerie, c'était pour montrer qu'on discute avec son opposition, mais les conclusions ne les intéressaient pas. La preuve, à un moment donné, on a formé un gouvernement avec le président Idrissa Seck suite au dialogue national. Alors que tout le monde sait que le dialogue n'était pas arrivé à terme. Moi, je peux comprendre qu'on fasse un dialogue, qu'il y ait des conclusions, qu'on dise, on forme un gouvernement pour appliquer ces conclusions. Il a été question au moment de d'avoir un chef de l'opposition, non? Oui. Cette question est oubliée aujourd'hui, elle est derrière vous. Moi, je considère je considère que c'est pas mauvais d'avoir un interlocuteur dans l'opposition qui peut provenir soit de la majorité parlementaire ou le second, etc. Il y a eu ce débat-là. C'est pas mauvais aujourd'hui d'avoir un dialogue permanent. À mon avis, le dialogue, il ne doit pas être un dialogue circonstanciel. Oui. Le dialogue doit être permanent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, l'opposant d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de demain. Le pouvoir d'aujourd'hui, c'est l'opposition de demain. Donc, il faut qu'il y ait des tranches de discussion. Absolument. Il est prévu depuis très longtemps le statut de l'opposition et le statut du chef de l'opposition. Quelle est, votre position par rapport à cette question? Il faut y aller, de fait, parce que de toute façon, pour être logique, on a dit il fallait que le chef de l'opposition soit soit désigné à partir de l'élection présidentielle. Pour moi, quel que soit le schéma, il est bon d'avoir quelqu'un, un interlocuteur. D'autres qui disent maintenant, si c'est pour qu'il soit issu de l'opposition parlementaire, mais vous, quelle est votre position? Ma position, pour moi, après réflexion, je peux vous dire, à un moment donné, j'ai défendu le principe d'avoir un... Vous savez, le chef de l'opposition ne se décrète pas. Wade a joué le rôle de chef de l'opposition, c'est dans sa manière de faire, de se comporter avec les autres hommes politiques. Chacun lui reconnaissait à un moment donné, dans l'opposition, son rôle de leadership. Aujourd'hui le chef de l'opposition, est-ce qu'on en a besoin? Je ne pense pas, Mamadou. Je pense qu'il faudrait que l'opposition, parce que moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de mettre l'opposition ensemble, c'est d'unir l'opposition. Aujourd'hui, la question du chef de l'opposition, il est derrière nous. Ce qui est important, c'est comment faire pour aller à ces élections locales, pour aller aux élections législatives et pour aller à l'élection présidentielle pour gagner ces élections-là. Très bien. Mokhtar Souran, coordonnateur du Front de Résistance Nationale FRN, est aujourd'hui l'invité du jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Mais qu'est-ce qui est devenu la plateforme revendicative en 10 points déposée entre les mains du Khalif général des Mourides à l'attention du chef de l'État? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai le sentiment que le président, on lui a fait comprendre que c'était un vent très fort qui est passé et puis bon, que les choses se sont normalisées. À sa place, il réunit les jeunes parce qu'il considère que c'est les jeunes qui sont à la base de ça. Je signale que les jeunes qu'il a réunis,
personne n'était dans la rue. Les jeunes qui étaient là-bas avec lui, là, ce sont ses partisans. Je pense que ceux qui étaient dans la rue n'étaient pas là-bas. On a le sentiment que ils ont... Qui étaient au conseil présidentiel, voilà, c'est des militants de la paire. Pour l'essentiel, c'est des jeunes qui lui sont favorables. Je connais certains. Je reconnais certains. La majorité, c'est des gens qui sont dans la mouvance. Alors, pour l'essentiel, qui lui sont favorables. Ce que je veux dire simplement, c'est que aujourd'hui, tirer les conséquences de ça, c'était au contraire, même faire un consensus sur certaines questions majeures au niveau du dialogue politique. Moi, j'aurais compris que le président Macky Sall pouvait dire, mais que ça, quand même, c'est un signal très fort, ce qui s'est passé. Il y a la question de l'emploi, mais même ces relations avec l'opposition. Aujourd'hui, moi, je m'attendais à ce qu'ils disent, je calme le jeu. Karim, Meïssa Wade, Khalifa Sall, je les remets dans le jeu. Comment? Mais il y a chacun d'eux bénéficie d'une grâce. Oui, mais l'un est hors du Sénégal, il est au Qatar, Karim Wade, l'autre il est bien au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les rétablir dans leurs droits civiques. Techniquement, il sait comment le faire. Moi, je suis convaincu qu'il a des hommes pour ça. Je pense que pour le faire, c'est pas difficile. Donc pour vous, il faut les rendre à nouveau éligibles. Voilà. Mais par quel biais? Puisque vous avez une grande expérience politique. Oui, je ne veux pas être sur des questions techniques. Moi, je suis économiste, je ne suis pas juriste. Il y a beaucoup de propositions. Les gens, parce que la loi a été modifiée pour les éliminer. À un moment donné, au niveau du code électoral, il y a la réhabilitation, il y a beaucoup de canaux qui peuvent permettre aujourd'hui de les remettre dans le jeu. Mais je pense que... aller jusqu'à une amnistie, par exemple. Oui, vous savez, l'important, à mon avis, c'est que maintenant les batailles juridiques peuvent être menées par les uns et les autres, parce que, par exemple, si vous prenez Karim Meïssa Wade, lui, il considère qu'il a été injustement, son procès n'est pas juste, etc. Mais ça, les batailles juridiques pourront être menées après. Il demanderait une révision. Oui, ça c'est après. Il ne voudrait pas d'une amnistie. Oui, mais ça, mais il est hors du Sénégal. Qu'est-ce qui l'empêche de rentrer? Oui, moi, je ne fais pas de jugement sur c'est son choix politique. Mon rôle, je sais que le PDS est dans le front de résistance nationale. Il joue un rôle extrêmement important. Et à un moment donné, il y a eu quelques difficultés, mais maintenant, ils ont repris leur place là-bas. Maintenant, la stratégie du PDS, chacun a sa stratégie que je ne juge pas. Je considère par contre qu'ils ont été éliminés à des fins politiques. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le président Macky Sall, il a un tableau. Il met sa stratégie, il fait ses enquêtes, ses sondages. Et puis bon, comment faire pour éviter le deuxième tour? Comment faire pour... que telle personne... voilà un peu cet exercice quotidien et qui pose problème. Je pense que ce qu'il a fait à Karim ou à Khalifa, si le président Wade lui avait infligé le même sort, il ne serait pas aujourd'hui président de la République. Il y a eu le parrainage à l'élection présidentielle de 2019. La Cour de justice de la CEDEAO, saisie par un des candidats malheureux, Maître Abdoulaye Tine, a demandé à ce que le Sénégal supprime le parrainage dans un délai de 6 mois. Le pouvoir n'est pas de cet avis. Et quelle est la position du FRN sur ce sujet? La CEDEAO n'a fait que confirmer ce que nous avions déjà dit. Le parrainage comme mode de filtre, nous ne sommes pas contre qu'il y ait des filtres, parce que la caution, ça participe à filtrer des candidats, etc. On ne doit pas avoir un système où chacun peut participer. C'est évident. Mais la manière dont ça a été fait, le nombre de parrains qu'on a demandé à chaque candidat, le manque de contrôle, mais ça, à l'époque, on a dit que c'était intolérable. Maintenant, la CEDEAO, on a entendu le ministre d'État, conseiller juridique du président, argumenter, etc. Mon ami Ismaïla, argumenter. Au début, j'ai entendu des voix dire oui, le Sénégal est souverain.
Je pense que dans la Constitution, il est bien dit que les conventions internationales sont au-dessus des lois de la Constitution. Donc, et après, je vois qu'il y a un changement. Elles sont ratifiées, voilà. Elles ont une valeur supérieure à Voilà. celle des lois nationales. Bon, et maintenant, je vois que le discours a changé. Ce n'est plus nous rejetons, mais nous allons faire appel parce que de toute façon, les avocats étaient là-bas. On ne peut pas avoir ces avocats là-bas. À mon avis, il n'y avait que Maître Sey qui n'était pas là-bas. Tous les autres avocats ont plaidé. Ils ont perdu le procès. Je pense qu'effectivement, il faut qu'ils fassent appel. Mais en attendant, nous, ce que nous demandons, c'est que ces décisions soient respectées. Vous êtes vraiment pour la suppression pure et simple du parrainage? Mais absolument. Et si on se retrouvait demain avec quand même des Mokhtar Souran, oui, on peut se retrouver quand même avec un nombre de candidats qui peut être très élevé. Mamadou, même si on doit l'appliquer, que ça soit discuté. Vous savez ce qui n'est pas tolérable dans une compétition, c'est de fixer de manière unilatérale les règles du jeu. On va à des compétitions. Quand même, en tout cas, pas dans sa totalité, n'était pas forcément opposé au parrainage. Hein? Non, l'opposition n'était même pas dans les discussions. C'est d'ailleurs l'erreur de l'opposition. C'est cette erreur que l'opposition a tiré. En fait, l'opposition a tiré les leçons. Parce que quand on faisait le parrainage, l'opposition, à un moment donné, a dit « Nous ne discutons plus avec le président Macky Sall. » On est parlé et ils l'ont organisé comme ils voulaient. Mais en fait, l'idée de base, c'était de dire on va avec les gens, les candidats choisis par nous-mêmes. Parce que c'est ça, comment on peut dire? Un citoyen, il peut parrainer qui il veut. Mais on dit, oui, un citoyen, un parrain, même je vous rappelle, dans l'audit qui a été fait, quand les auditeurs ont voulu même voir ce qui a été fait au niveau du parrainage, au niveau du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel n'a même pas répondu. Aujourd'hui, par exemple, cet aspect-là, parce que nous, on voulait qu'on évalue le parrainage. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été possible. Alors, pour dire simplement, nous pensons qu'à l'élection présidentielle, s'il y a une bonne caution, il n'y a jamais eu de problème de nombre de candidats à l'élection présidentielle. Parce que quand vous mettez en place des règles... Mais on a quand même toujours exigé le parrainage des signatures aux candidats indépendants. Pourquoi cela ne devrait pas être le cas pour les candidats désignés par des partis politiques? Oui, mais les candidats indépendants, ce que vous oubliez, Mamadou, c'est que le rôle d'un parti politique, c'est de concourir au suffrage universel. Un citoyen... Lui, il est dans sa logique. Il est normal, à un moment donné, on lui dit, il n'a pas de parti, il n'a pas de mouvement. On lui dit quand même, amène des signatures. Mais les signatures... C'est aussi que certains partis, c'est ce qu'ils représentent. Hein. Ça ne pèse pas lourd. Hein. C'est clair, mais les signatures n'étaient pas difficiles à avoir. Les signatures... 10 000 signatures pour les indépendants quand même. C'était ça qui est demandé. C'était pas... C'était rien du tout. C'était pas évident. Hein. Si, 10 000 signatures, on pouvait l'obtenir. Mais vous imaginez... Bon, mais aujourd'hui, oui, d'accord. Mais on le faisait par région. On dit, dans chaque région, il y avait quand même des règles. Au moins 2000 dans 6 régions au moins. Vous savez, je peux vous assurer que si on avait appliqué les règles du parrainage, même le parti au pouvoir ne passerait pas. Ah bon? Ah oui. Vous savez ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont tout fait pour être parmi les premiers? Parce qu'en réalité, les règles qui étaient fixées, mais il y a eu il peut y avoir des erreurs, vous vous rendez compte, vous avez des papiers, il faut que ce qui est sur le papier soit réellement dans le système, etc. Donc c'est 60 000, vous imaginez 60 000? Et quel est votre problème? C'est de supprimer le parrainage ou peut-être de réduire le nombre de signatures exigées? Moi, ce que je dis, c'est que ces questions-là, de toute façon, vont être rediscutées au niveau du dialogue politique. Mais, à mon avis, il y a une décision de justice qui dit, en tout cas, il n'est pas bon. Ce que je considère, c'est qu'il faudrait qu'on rediscute de cette question au niveau de cette commission politique-là, mais que ce qui va être décidé soit une décision consensuelle. Justement, il y a la commission politique avec maintenant professeur Babacar Kanté qui a remplacé le général Mamadou Niang, mais au niveau du dialogue national, il y a le président Famara Ibrahima Sagna. Depuis, on n'en parle pas beaucoup.
Oui, moi je pense que le dialogue national, pour moi, c'est une vieille histoire. Hein. Je pense que eux, ça ne les intéresse même plus. Pour le FRN, le dialogue national est dépassé. En tout cas, ceux qui étaient participés, moi personnellement, je n'irai plus à un dialogue national. Parce que je considère que ils avaient un objectif en réalité précis qu'ils ont atteint. C'est de dire qu'à cause du dialogue, nous avons fait ça et ça, même avant terme. Par contre, permettez-moi de rendre un hommage au président Famara Ibrahima Sagna. Moi, il m'a dit, Mokhtar, c'est pas à mon âge que j'accepterai certaines choses. À un moment donné, on a voulu simplement réunir les commissions pour qu'il y ait des conclusions, pour pouvoir dire il y a eu les conclusions. Il a refusé, il a dit, moi, en tant que président, on ne peut pas réunir des commissions, il faut qu'on renouvelle. Il y a des membres du comité de pilotage. Lui-même, après, ils étaient obligés parce qu'ils ne voulaient pas renouveler son décret. Après, ils l'ont fait. Il y a eu des problèmes comme ça. Il y a des choses qu'ils refusent en tant que doyen. Il est toujours dans les principes. Il vous l'a dit à vous. Oui, il est toujours dans les principes. Et rendre hommage également Feu Mamadou Niang, qui a été d'un apport extraordinaire. Ce que je veux dire, Mamadou, c'est qu'au-delà des marabouts, il y a des personnalités, de fortes personnalités qui participent à la paix sociale, qui jouent un rôle déterminant. Et heureusement que le Sénégal peut compter sur les marabouts, mais sur aussi certaines personnalités. Il y a eu des personnalités autres que les marabouts qui ont joué un rôle dans mais les également passés. Les personnalités d'anciens fonctionnaires qui sont là, qui vraiment peuvent éviter le pire. La commission politique maintenant de ce dialogue national dirigée par le professeur Babacar Kanté, il a commencé son travail? Oui, il a commencé son travail. Alors, nous, le plus grand problème qu'on a eu au niveau de cette commission, vous l'avez suivi, ça a été la date des élections. Oui. Maintenant, qui sont fixées, les élections locales auront lieu le 23 janvier 2022. Donc, nous ce plus qu'on question dit, de boycott? Non, pas du tout. Nous, ce qu'on dit, on a pris acte de ça. On s'est battu, on a même suspendu notre participation pour alerter. Parce que nous savons que ce qui était derrière cette affaire-là, nous comprenons. Parce que vous savez, l'opposition d'aujourd'hui est totalement différente de l'opposition il y a 20 ans. Vous avez d'anciens premiers ministres dans l'opposition, d'anciens ministres de l'Intérieur, qui ont exercé, d'anciens directeurs de cabinet qui ont exercé le pouvoir, d'anciens ministres d'État. Donc, nous savons là où ils veulent aller. Surtout, il ne faut pas qu'ils viennent demain nous dire on a organisé 2 élections, on ne peut pas organiser 2 élections dans une même année. Nous avons alerté, nous avons dit, étant donné qu'il y a un budget qui a été voté pour les locales en 2021, le budget, il est là. Techniquement, on a prouvé techniquement qu'il était possible de l'organiser. Tous les pôles étaient d'accord. L'opposition, les non-alignés, la société civile et même l'administration. Malgré tout, le président Macky Sall a choisi la position de son camp, c'est-à-dire de la majorité. Alors, nous en prenons acte. Nous en prenons acte. Et maintenant, ce que nous disons, en tout cas moi, en tant que coordonnateur du FRN, à partir de maintenant, je travaille pour la constitution d'une large coalition de l'opposition. Nous allons y aller ensemble pour gagner ces élections-là. Nous sommes convaincus que le président Macky Sall n'a plus la majorité dans ce pays. Cette coalition, c'est au niveau du FRN ou ça va au pas être niveau du M2D? Non. Vous avez le M2D, le FRN. Oui. On est en discussion et aujourd'hui, on est en train de parachever ce qu'on appelle un mécanisme d'unité d'action qui va nous permettre d'agir ensemble, de faire les choses ensemble, de manifester ensemble, de revendiquer ensemble, et ça c'est presque bouclé, c'est presque fini. Toutes les coalitions, parce que vous avez l'écrasante majorité des forces politiques dans le FRN, vous avez le M2D qui est né à partir des événements, très proche d'Ousmane Sonko, le mouvement citoyen, nous avons fait la jonction pratiquement. Il y a un cadre d'unité d'action qui est créé entre les différents coordonnateurs, nous allons maintenant, à partir de maintenant, travailler ensemble. La coalition aux élections locales ou qui irait au-delà?
aux élections locales. Oui. Et après, on va apprécier. Et comment pensez-vous pouvoir régler les questions de leadership ou même parfois d'ego qui pourraient se poser entre certains leaders? Aujourd'hui, ce qui est posé, Mamadou, c'est que soit on est ensemble ou soit tout le monde disparaît. On voit un peu, déjà, il y en a qui sont disqualifiés, qui ne peuvent plus être candidats. Et si on ne prend pas garde, même Ousmane Sonko, il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut que tout le monde se mette ensemble. Même Ousmane Sonko quoi? Aujourd'hui, il a un dossier, et puis c'est ça qu'ils font, c'est-à-dire ils vous font poser, ils prennent ce dossier comme effet de Damoclès qui est là. Alors, donc, pour nous, il faut que tout le monde se mette ensemble. Personne n'a intérêt à aller de manière séparée. Il y a la politique, mais aussi il y a la justice, non? Ou bien? Oui, même lui-même, il n'a pas de problème par rapport à ça. Il dit, moi, je veux que le dossier soit vidé rapidement. Mais ce qui est intolérable, c'est de prendre ce dossier-là et d'attendre les élections pour l'appeler, pour faire, etc. Donc, le doyen des juges qui n'est pas encore désigné après la disparition de... On peut attendre le moment des élections pour un peu le déstabiliser, etc. Ouais. En tout cas, nous mettrons ensemble nos forces, nous allons mutualiser nos forces pour aller ensemble aux élections législatives. Pas dans le cadre du FRN, parce que le FRN n'est pas une coalition, mais en tout cas, moi, j'ai une position qui me permet aujourd'hui de discuter avec les uns et les autres, et je suis en train d'entamer les discussions pour qu'il y ait une grande coalition de l'opposition. Élection locale, donc, le 23 janvier 2022. D'ici là, il y a cette querelle autour du fichier électoral encore. Il y avait des experts qui ont rendu un rapport en jugeant que le fichier était fiable. Ce n'est pas votre entendement, vous, de l'opposition? Pas du tout, Mamadou. Parce qu'il faut savoir, c'est pourtant vous qui avez sollicité ces experts internationaux. Oui, je vais vous dire, d'ailleurs. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Oui. En fait, nous avions, parce qu'on audit, c'est une commande. Hein. La commande, c'est à travers des termes de référence. Oui. Nous avions dit qu'il fallait évaluer les données qui ont servi d'avoir ce fichier-là électoral. Nous avions demandé d'apprécier les fraudes à partir des extraits de naissance et des certificats de résidence. Nous avions demandé donc de faire une analyse comparative entre les personnes qui sont le nombre d'inscrits dans chaque localité et les données de l'ANSD, c'est-à-dire parce que nous avons constaté que dans beaucoup de localités, près de 200 localités, le nombre d'inscrits, le nombre de votants d'inscrits était supérieur au potentiel d'électeurs qui avaient 18 ans. Le nombre d'inscrits était supérieur au potentiel d'inscrits, c'est-à-dire qui avaient 18 ans et plus. Nous avions demandé aussi d'auditer, effectivement, d'évaluer le parrainage à l'élection présidentielle et de comparer les listes électorales et le fichier, de faire une comparaison. Alors, et pour ça, nous avons dit, et c'est ça la nouveauté, nous avions dit qu'il fallait un audit sur place et sur pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons, quand c'est une base de données, quand c'est un logiciel, on met ce qu'on veut mettre. Et normalement, la marge d'erreur ne doit pas être importante. Le nombre de doublons, il suffit de mettre en place un système qui vous permet d'éliminer. Quelqu'un qui a 18 ans, il ne sera pas dans le fichier. C'est le système lui-même qui va l'éliminer. Mais par contre, si on dit, étudions les éléments qui ont servi de constituer cette base-là, qui ont renseigné le système, ça nous permet de savoir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les auditeurs, quand ils sont venus, d'abord, ils ont eu deux difficultés. La première difficulté, comme je vous l'ai dit, ils sont allés à l'ANSD. On leur a dit, nous n'avons pas les données de la tranche d'âge 18 ans et plus au niveau des communes. Donc, ils n'ont pas pu faire ce travail-là. Deuxièmement, au niveau du Conseil constitutionnel, pour l'audit du parrainage, ils n'ont pas pu le faire parce que le Conseil constitutionnel n'a même pas répondu. Mais l'audit sur pièce et sur place, malheureusement, quand ils sont allés dans les communes, ils n'ont pas rencontré les comités électoraux. Ils ont rencontré les préfets et les sous-préfets. Les préfets et les sous-préfets, ils ne peuvent pas comparer le fichier qui est affiché du fichier central.
Ils ne peuvent pas faire ce travail avec les préfets. Par contre, les comités électoraux, il y a tous les partis et c'est un comité permanent. Alors, quand ils ont fait ce travail-là, par contre, ce qui est extraordinaire, nous avons constaté, ils ont fait des constats très, très, très graves. Ces constats-là, je vais vous donner quelques éléments, quelques constats. Le premier constat qui est quand même très, très grave, c'est que les auditeurs sont restés 1 mois sans accéder au fichier électoral. 1 mois. Pourquoi? Parce que le fichier n'est pas géré par le Sénégal. Le fichier est géré à Kuala Lumpur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire même une requête... Ou en Malaisie. Ou en Malaisie. Pour faire une requête, vous faites une requête, vous attendez la réponse des techniciens qui vous répondent. À un moment donné, il y a un expert d'ailleurs qui a chahuté en disant « Mais il faut qu'on demande à l'USAID de nous financer les billets d'avion pour aller voir le fichier là-bas. » Et dans le rapport, ils parlent même de souveraineté. Ils disent que c'est très grave. Et ce qui est grave, Mamadou, c'est pas que ça. C'est que non seulement le fichier il est géré à l'extérieur, mais nous n'avons pas le personnel nécessaire pour même comprendre les choses. C'est-à-dire, est-ce que vous savez qu'au niveau de la DAF, il n'y a pas d'ingénieurs télécom? Les experts étaient ahuris. Il n'y a pas d'ingénieur sécurité système. Il y a un auditeur système réseau, alors que le besoin, c'était 3 auditeurs. Il n'y a que des techniciens supérieurs. Alors, pour dire quoi? Pour dire que même le transfert de technologie, ça a démarré en avril, parce que le contrat expire, tenez-vous bien, le contrat expire en juillet. Alors, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, Mamadou, on a constaté dans le rapport provisoire qu'il y avait à peu près 400 000, entre 25 février 2019 et 25 février 2021, il y avait 400 000 électeurs qui ont reçu des cartes d'électeurs. Or, durant cette période, il n'y a pas de commission administrative. Nous avons dit, mais ça c'est très grave. Comment on peut inscrire? Et ça, c'est des constats faits par les experts. Et quand on l'a signalé, Mamadou, quand on l'a signalé, immédiatement dans le rapport final, ils l'ont sorti. Permettez que je place une question, mais à la fin de la journée, ces experts ont quand même dit que le fichier était fiable. Je vais venir sur ça, Mamadou. Oui, parce qu'il nous reste quelques minutes. Oui. Allez-y. Je veux dire simplement, Mamadou... C'est quand même une conclusion importante. Oui, je veux dire, Mamadou... Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je veux dire, Mamadou, pourquoi on n'est pas d'accord? On ne peut pas faire des constats aussi graves et aboutir à cette conclusion-là. On ne peut pas dire, on a trouvé des gens où leur empreinte, 200 000 personnes, leur empreinte était illisible. Ça veut dire que ces personnes ne se sont pas déplacées. On a trouvé 22 000 qui sont déclarés absents, c'est-à-dire c'est des demandeurs absents. On n'a pas de réponse. Pour dire, Mamadou, pourquoi nous contestons cette conclusion-là? Vous savez, dans ces genres d'audits, il y a ce qu'on appelle le true acceptance rate, c'est-à-dire le niveau d'acceptation d'un audit comme ça, d'un système, d'une base de données. Vous savez, le taux, c'est combien? C'est 0,32. Ça veut dire qu'il faut un taux de fiabilité à 99,68%. Ils sont à 96%. C'est pourquoi nous pensons, et nous leur avons dit, ils ont été très confus, nous leur avons dit, nous ne pouvons pas accepter cette phrase qui consiste à dire, après avoir constaté autant d'irrégularités, cette phrase qui consiste à dire que le fichier est fiable. Parce que nous, ce que nous recherchons, ce n'était pas de voir des doublons. Ce que nous recherchons, c'est de voir quelle a été la base qui a alimenté ce fichier-là. J'aimerais bien qu'on parle des jeunes quand même et de l'emploi, mais est-ce que l'opposition n'est pas également contradictoire? Si on parle des résultats de l'élection présidentielle, Mokhtar Souran, l'opposition, en tout cas les candidats, n'avaient pas jugé utile de déposer des recours auprès du Conseil constitutionnel. Après, vous avez dit qu'il y a des fraudes. Vous avez demandé à ce que des experts soient désignés pour auditer le fichier. Vous rejetez aussi leurs conclusions. Expliquez à l'opinion. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir... C'est quoi alors? Vous ne rejetez pas, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Non, ce qu'on a dit... D'ailleurs, je rappelle, Mamadou, ça a été une excellente chose. C'est le moment de rendre hommage à nos experts électoraux pendant 2 ans qui étaient là-bas.
Si on n'était pas là-bas, on n'aurait pas su les manquements très graves qui sont contenus dans le système. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que quand même la classe politique demande même, notamment l'opposition, des experts internationaux, comme si nous étions incapables d'auditer notre fichier. Mais ce que vous dites également de la Malaisie est également c'est très étonnant et même inacceptable aussi, il faut le dire. Pourquoi le Sénégal se permet, pour une question de souveraineté, le fichier des Sénégalais, de faire appel à des étrangers? On n'a pas demandé qu'on fasse appel aux Sénégalais. Ce qu'on a demandé, c'est un appel d'offres international. Les Sénégalais, il y a des ex-Sénégalais qui ont soumissionné. Non, parce qu'ils n'avaient pas de bon dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui également, il y a cette expérience-là qui permet, il y en a des experts qui ont fait un travail similaire dans plusieurs pays. Nous n'avons jamais demandé des experts internationaux. Nous n'avons aussi jamais demandé que l'USAID finance. C'est l'État qui a eu cette préférence-là. Mais ce que nous disons, simplement, c'est que... C'est très étonnant de la part du Sénégal et de sa classe politique dans son ensemble. En fait, il n'y a pas... Les étrangers qui sont venus, c'est des Africains. C'est des Maliens, c'est des Burkinabés. Et peut-être que même... Je ne fais pas dans le chauvinisme, mais nous, c'est quand même très étonnant. On n'a aucun problème pour que des Sénégalais y participent. Malheureusement, ils ont soumissionné, ils ont été écartés. Donc, on va y aller très rapidement, mais on prend 2 minutes. Alors, juste, parce qu'on aurait même dit un grand mot, mais bon, un mot quand même sur le plan d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, adopté par le pouvoir. Quel est votre avis sur cette question de l'emploi des jeunes? Vous savez, moi, je ne crois pas... Vous êtes un économiste. Oui, je ne crois pas. Ce qui a été fait, moi, je pense que le président, ce qu'il recherche, c'est un peu un effet d'annonce. Les jeunes, venez, je peux financer, je vais régler la question de l'emploi. Je pense que ce qui est paradoxal, d'ailleurs, on ne peut pas prendre les mêmes institutions qui ont fait leurs preuves, aujourd'hui, qui étaient là. Même si on mutualise leurs forces, ils étaient là. Ils n'ont pas réglé le problème de l'emploi. Peut-être ce qui a changé, c'est qu'on met des fonds. Mais moi, je considère que ce n'est pas nouveau. Vous vous rappelez de la dire avec les diplômés, chômeurs, etc. Oui. Ça a été expérimenté. Moi, je ne crois pas à ça. Je considère que l'État, même les fonds qu'il donne, proviennent d'où? Les fonds, c'est les impôts. C'est les impôts des entreprises, c'est les impôts des ménages. Mais si vous avez une économie où les entreprises sont à genoux, mais vous ne pouvez pas créer des emplois. Ce qui crée des emplois, à mon avis, c'est les entreprises. Oui, c'est ce que tout le monde dit à peu près. Mais comment le faire? C'est ça que je vais vous dire. Puisque vous-même, vous connaissez bien le secteur privé. Oui, ce que je vous dis. Prenez par exemple la commande publique. Aujourd'hui, vous êtes un jeune entrepreneur, vous venez sur un appel d'offres, on vous dit, il faut avoir, vous avez un peu l'expérience de ça, il faut avoir 10 ans d'expérience dans le domaine. Aujourd'hui, votre radio est né il n'y a pas longtemps, mais il peut être devant plusieurs autres radios. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait que vous êtes leader. Vous venez dans un appel d'offres au Sénégal, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, vous ne pouvez pas soumissionner parce qu'il faut 10 ans d'expérience. Il faut prouver que vous avez fait un travail similaire. Dans tous les pays sérieux, vous prenez les États-Unis, les entreprises sont classifiées A, B, C. Classifiées et protégées. Et protégées. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des appels d'offres, on dit que c'est les petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires de temps à temps. La grande entreprise ne peut pas soumissionner. Comment vous pouvez comprendre? La Sonatel peut soumissionner aujourd'hui sur un marché de 10 millions, de 20 millions, avec une entreprise qui vient de naître. Il faut qu'il y ait un contenu dans ce qu'on appelle PME, PMI. Ces jeunes, quel message à ces jeunes je viens. Qui sont nombreux? Les jeunes également, pour moi, plus de 70% est-ce que vous vous imaginez de la Mamadou? Population, absolument. Est-ce que vous vous imaginez Mamadou? Qui a moins de 35 ans. Vous vous imaginez Mamadou? Oui. Les grandes entreprises ne recrutent plus. Oui. Vous prenez aujourd'hui la Sonatel, il va travailler avec des sociétés de placement. Pourquoi? Parce qu'aucune entreprise ne recrute, parce que tu te dis... Mais il y a des emplois directs et des emplois indirects aussi. Mais non, c'est pas ça. Ils ne veulent pas signer des contrats à durée indéterminée, parce que chacun se dit, je signe un contrat à durée indéterminée, je vais avoir des problèmes demain. Oui. Il faut revoir le code du travail, mais également... Dans quel sens? De le rendre plus flexible? Flexible. Et ensuite, à mon avis également, il faudrait que les entreprises qui recrutent
qu'ils soient exonérés d'un certain nombre de taxes. Il faudrait également que les grandes entreprises qui gagnent des marchés, qu'on leur impose de sous-traiter avec les petites entreprises. Mais enfin, ce qui est important pour une jeunesse, ce n'est pas les solutions qu'on trouve dans l'immédiat, mais c'est d'avoir l'espoir que ça marchera. Il faut qu'on donne de l'espoir à la jeunesse. La jeunesse a perdu tout espoir actuellement. Mokhtar Souran, juste, oui. Quand on voit même le fonctionnement, le niveau, les charges de l'État, le fonctionnement de l'État, la manière dont les choses fonctionnent, le manque de transparence, mais ces gens-là, ils se disent, mais nous n'avons plus autre moyen que de se battre peut-être pour nous faire entendre. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est un signal. Ils se sont fait entendre. Maintenant, quelle est la solution? La solution, ce n'est pas de dire j'ai des milliards que je vous donnerai parce qu'ils savent qu'il y a un problème de transparence à ce niveau-là. J'aimerais vous faire réagir sur ces propos d'Éric Zemmour, ce chroniqueur français qui passe sur une chaîne de télévision CNews, qui parle de nous. Je n'ai pas dit tous les Sénégalais sont trafiquants de crack. J'ai dit tous les trafiquants de crack sont sénégalais, ce n'est pas la même chose. Et il ajoute renvoyer ces Sénégalais, faire pression sur le gouvernement sénégalais pour qu'il les reprenne, taxer l'argent qu'il renvoie ou même l'empêcher de partir, renvoyer les consommateurs étrangers. Éric Zemmour. Oui, mais c'est grave. Parce que, vous savez, c'est un discours très dangereux. Et qui a eu à dire à propos des dernières manifestations que c'est le président Macron qui avait le choix entre l'envoi de la marine française et la libération de Sonko, qui aurait demandé sa libération. Aujourd'hui, il parle des Sénégalais comme étant des trafiquants de crack qu'il faut renvoyer. Crack plutôt. Je pense que ce qu'il dit, c'est très grave. Moi, je pense que les Sénégalais, il y a de nombreux Sénégalais qui sont en France, qui sont en Europe, qui gagnent honnêtement leur vie. Au contraire, qui sont de grands experts. Mais c'est un discours qui peut être dangereux. C'est un discours très de droite. Oui. Tout le monde connaît les positions de ces journalistes. Quelle réponse? Nous condamnons et nous pensons que c'est très dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, si on se mettait, c'est l'Afrique qui a tout à perdre par rapport à nos relations avec la France. Aujourd'hui, si je vous dis 97%, 3% des entreprises détiennent à peu près plus de 80% des ressources au Sénégal, et pour la plupart, c'est des entreprises françaises. Si on se mettait à renvoyer les entreprises françaises en Afrique, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que la France gagne, la France gagne plus, les entreprises françaises gagnent beaucoup plus que ce que les Sénégalais gagnent en France. Et je pense que lui, il doit revoir son discours et les Sénégalais ne sont pas ce qu'il dit. Mokhtar Souran, vous êtes le coordonnateur du Front de résistance nationale FRN. Vous étiez l'invité du jury du dimanche. Présentation, Mamoudou Ibra Kane. Merci à toute l'équipe technique, Babacar Ndiaye, Iba Marsen, Augustin et tous les autres. Comme je dis souvent, ils sont nombreux. Réseaux sociaux, Birampoui, Fatima Ba. N'oubliez pas, immédiat.sn, votre site préféré, avec Babacar Fall au texte et Abdoulaye Silla à la photo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.